On mettra les diapos. Bonjour, bonjour à tous. Donc, on est en direct depuis Paris et Montréal à la fois. Et nous sommes un peu plus d'une vingtaine. Nous attendons encore d'autres personnes avant de commencer dans quelques instants. Donc, on vous demande encore quelques secondes, quelques petites minutes de patience. Pour ceux qui sont chez eux, il n'y a pas trop de trajet à faire. Et pour certains, il y a peut-être un peu de trajet. Pour tout dire, c'est la première fois qu'on fait un webinaire à la fois en direct depuis Paris et depuis Montréal. Et c'est aussi la première fois que nous le faisons à cette heure de 18h, heure de Paris, et midi, heure de Montréal. Voilà, on va attendre quelques instants. Tout le monde ici est connecté. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez j'en profite pour vous indiquer que vous avez sur votre droite, il y en a qui l'utilisent déjà. Bonjour Anne-Marie, bonjour Pierre-Yves, bonjour Sandra, bonjour Béatrice, qui nous vient d'Espagne. Bonjour Daniel, bonjour Alexandre, ou rebonjour plutôt Alexandre, puisqu'on s'est vu ce matin. Vous avez donc sur la droite un onglet que vous pouvez déployer dans lequel il y a un chat, dans lequel, bonjour François, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez, et n'hésitez pas sur les questions, Jacques est là pour y répondre. Et je pense que celui qui réussit bonjour Pierre, celui qui réussit à poser le maximum de questions à Jacques, il a gagné quelque chose parce que Jacques a envie de nous donner des réponses. Et je voudrais qu'on te pousse dans tes retranchements, Jacques. Voilà, bonjour Nathalie. Bonjour Marlène, de Toulouse. Bienvenue, bonjour Patrice. Voilà, on s'accorde encore quelques instants, on vous mettra pas en retard. Déjà parce qu'il est midi à Montréal encore une fois et que Jacques aura faim. Surtout si on lui pose beaucoup de questions. Bonjour Brigitte. Voilà, donc consigne pratique. Donc vous avez ce bouton à gauche dans lequel vous pouvez poser des questions. Il n'y aura pas de sondage, contrairement à d'autres. Bonjour Catherine. Voilà. Et puis, on va tenir aussi à jour ces questions. On va soit y répondre au fil de l'eau, soit y répondre à la fin. En tout cas, on les gardera bien. Et Louisa, qui est en coulisses, que vous ne voyez pas et que je remercie, elle est en face de moi, tiendra ces questions à jour. Bonjour Cyril, bonjour Valérie. Rebonjour Cyril d'ailleurs même, ou bonsoir plutôt exactement. Voilà, et on va tenir donc cette heure ensemble. Alors, Jacques, on est OK, on y va pour parfait. La gentillesse d'être présent à l'heure et la courtoisie d'être présent à l'heure. Donc merci à tous. Donc nous sommes en direct de Montréal et puis de Paris en même temps. Nous avons été une centaine, exactement 100 pourront à s'être inscrits à ce webinaire. Pour la plupart, bonjour Marie-Christine, DRH, consultant, manager opérationnel, également avec parmi vous des gens qui viennent de France en grande majorité, quelques Canadiens, Jacques, qui ne te connaissent peut-être pas encore, mais qui vont te connaître, voilà, ou qui sont tes admirateurs absolus. On a des personnes qui viennent de Tunisie aussi, de Russie, et même de Belgique, et il y a même quelqu'un qui s'est connecté d'Espagne, je crois que c'est Béatrice. Voilà. Donc notre objectif, alors qui nous sommes en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qu'au-devenir, nous développons en fait un état d'esprit intrapreneurial dans les organisations pour lesquelles nous travaillons. Et pourquoi nous sommes avec le Canada? Tout simplement parce que le Canada, justement, c'est cet ADN d'entrepreneur quelque part qui est traduit aujourd'hui, par exemple, par le fait que la Banque mondiale considère que c'est le pays dans lequel il est le plus facile d'entreprendre, y compris même dans notre esprit, pas celui forcément de la Banque mondiale, au sein des organisations. Et Jacques, tu nous en témoigneras, je crois, quelque chose. Voilà, donc cette dimension que nous cherchons à développer d'autonomie, et d'engagement
Si tu veux bien passer à la slide suivante donc pour Codevenir, donc c'est développer votre esprit intrapreneurial. C'est quoi l'intrapreneuriat? C'est en fait quelque part devenir avoir un comportement intrapreneurial dans les organisations. Et ce que nous cherchons à faire, c'est de vous apporter next one, please, si tu merci. C'est d'apporter des éléments aux organisations en termes d'attractivité, de fidélisation, d'engagement et de mobilité, et puis surtout en cette période aussi un peu dans laquelle nous avons tous été bousculés, nous avons tous été un peu bouleversés, un peu de développement de business, et business un peu responsable aussi, qui nous permettent de nous engager, nous, en tant que personnes. Donc tout ça, c'est évidemment des questions de management, et c'est pour ça que nous avons décidé, il y a quelques semaines avec l'équipe, de vous offrir un certain nombre de webinaires avec des intervenants que je considère comme remarquables pour vous apporter vraiment du contenu, qui sont en fait tout simplement des animateurs de notre parcours de développement de l'esprit entrepreneurial, qui sont au départ Siam Lo, que vous voyez là en image pour ceux qui ont pu y participer. Bonjour Mickaël, bonjour Daniel, qui a été élue intrapreneuse digitale 2018 en France, donc qui nous donnait il y a 2 mois cette leçon comme quoi les entrepreneurs à l'intérieur des organisations, il faut les aider véritablement et qu'on peut les aider véritablement et lancer quelque chose. Et puis plus récemment, donc il y a 1 mois, Pierre Menant qui intervenait sur le thème de comment décrypter son organisation pour accroître mes marges de manœuvre et notamment se dire finalement quand je veux faire bouger quelque chose, je suis peut-être petit, mais j'ai aussi possibilité d'avoir une stratégie qu'on a qualifiée de la stratégie du faible au fort. Voilà, ça c'est les 2 épisodes précédents si j'ose dire pour vous permettre de recoller les morceaux. Si vous souhaitez avoir des éléments, je peux vous en envoyer. Et aujourd'hui, je suis toujours là en tant qu'explorateur, mais cette fois, je suis accompagné de mon ami Jacques Forêt, qui est un des plus grands pour moi. Alors, il va être modeste, mais un des plus grands spécialistes nord-américains, puisque ça fait plus de 20 ans ou 25 ans que tu travailles sur les sujets de motivation en particulier, et que c'est l'approche un peu scientifique que tu vas nous apporter aujourd'hui. Alors Jacques, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots, même si ta biographie, elle pourrait déjà être longue comme un bras. Oui, je suis psychologue de formation, mais merci de m'avoir aujourd'hui ici. Premièrement, Emmanuel, un gros merci d'être présent au webinaire. Donc oui, moi je suis professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, à l'ESG UQAM. On est la plus grosse école de gestion de la francophonie. On a 16 000 étudiants à Montréal. L'UQAM comme tel, on a 41 000 étudiants. Donc, on est immense dans la francophonie, mais dilué dans une Amérique du Nord anglophone. Donc, ça, on est le village d'irréductibles gaulois dans le nord de l'Amérique. Donc, je suis psychologue de formation, conseiller en ressources humaines agréé. Et ce qui m'intéresse à comprendre, moi, dans la vie, c'est comment on peut concilier à la fois performance et bien-être dans l'être humain. Donc, juste augmenter performance ou juste augmenter bien-être, c'est facile, mais concilier les deux, c'est plus difficile. Et on utilise la théorie de l'autodétermination pour faire cela. C'est une théorie qui existe depuis une 50aine d'années. On est environ 500 chercheurs sur la planète à contribuer à cet effort-là. C'est ce que je veux vous donner aujourd'hui. Merci Jacques. Donc, écoute, je vais te laisser la parole et puis ce que je propose à tout le monde, c'est déjà, si vous avez des questions à poser, vous allez dans l'onglet questions, vous les posez en direct. D'accord ? N'hésitez pas. On n'y répondra pas forcément dans l'instant, mais nous les notons et je les poserai et je serai votre porte-parole. Si j'ose dire, auprès de Jacques. Et puis, je me permettrai, parce que Jacques a son impertinence naturelle et donc, du coup, il acceptera aussi la nôtre, de te poser, Jacques, un certain nombre de questions également. Et j'en avais une tout de suite qui me brûlait un peu l'esprit, c'est comment vous vivez cette situation de pandémie au Québec et plus largement au Canada, d'une part, et d'autre part, est-ce que ça chamboule ta vision scientifique du sujet des motivations profondes qui nous animent ? Pour la première partie de la question, la COVID-19 nous a beaucoup affecté, surtout à Montréal, dans les maisons pour personnes âgées. On est la 5e ville la plus touchée au monde per capita. Donc, au quotidien, comme Montréalais, la seule chose qu'on va se laver les mains, porter un masque dans les espaces clos. Les Québécois, on est assez disciplinés, mais c'est certain qu'on a été frappé durement. Puis ce qui change en contexte de travail, c'est que le confinement a amené beaucoup de gens qui pouvaient travailler de la maison
à travailler de la maison, ce qui a bousculé les espaces de travail commun, le transport en commun, le trafic, etc. Est-ce que ça va modifier de façon durable les façons de faire? Peut-être. Mais au niveau scientifique, les préceptes que je vais vous expliquer aujourd'hui peuvent nous aider à comprendre, comme la suggestion de porter un masque versus l'imposition de porter un masque. Ça peut être des paramètres qu'on va étudier selon la théorie de l'autodétermination. Donc, on a été touché. On continue d'être prudent. On essaie de restreindre la deuxième vague, mais sûrement qu'il va y avoir des modifications à moyen long terme sur comment on travaille et où on travaille. Et où est-ce qu'on travaille aussi, si tu veux passer sur la slide suivante. Je voudrais juste saluer au passage quelques personnes qui nous rejoignent progressivement, qui font partie de la MDRH. Et justement, Jacques, nous devions partir au mois de mai te rencontrer avec un groupe de la MDRH et quelques-uns sont là, donc sont ravis que tu nous consacres un peu de temps à distance et s'acclimate aussi un peu plus au parler québécois. Voilà. Donc, 33% aujourd'hui, j'avais une enquête là qui montrait que 33% des Français ne veulent pas retourner sur le lieu de travail. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà de cette statistique, et je vois bien dans des entreprises en France que la question se pose sur est-ce que j'ai envie de trouver la même motivation organisationnelle que je trouvais avant? Peut-être pas. Et qu'au-delà de l'aspect de la peur du virus, il y a peut-être une peur psychologique de dire je veux pas revenir vers ce monde d'avant. Mm-hmm. Tu en penses quelque chose de ça et tu peux nous en parler aussi, peut-être au travers de cette motivation quelque part. Mais ce que ça amène comme questionnement, ce que je trouve sain pour les organisations, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui est vraiment important de ce qui l'est moins. Donc, à titre d'exemple, pour être intervenu à plusieurs moments en France, le rythme de travail que je vous vois avoir, c'est-à-dire de partir tôt pour le travail, de prendre une pause sur le repas du midi, puis ensuite de revenir un peu plus tard le soir, peut-être que la durée des heures de travail ou encore les déplacements qui se feront, c'est peut-être pas obligatoire d'être tout le temps dans les mêmes lieux de travail. Est-ce qu'il y a moyen d'être plus efficace d'une autre façon? C'est ce que ça nous permet d'explorer. Puis les crises sont souvent révélatrices de failles. Donc, peut-être ça va nous aider à faire des choix plus intelligents collectivement, mais je crois qu'il est encore trop tôt pour le déterminer. OK. Jacques, je te laisse la parole peut-être pour nous présenter un peu les 4 points en particulier que tu voudrais nous partager sur l'état de la recherche que tu mènes. Excellent. Donc, il est midi 14, il nous reste 46 minutes selon l'horaire. D'un point de vue logistique, Emmanuel, il faut juste te dire que moi, je ne vois uniquement que les slides. Donc, si des questions surgissent ou s'il y a des interventions, je ne les verrai pas. Donc, je vais compter sur toi pour attirer mon attention là-dessus. Et ce que je vous propose, c'est comme 4 grands mouvements. Donc, on va commencer par les motivations au travail. On va se demander par quoi on est motivé. On va voir que c'est une meilleure question que est-ce qu'on est motivé. Donc, la qualité des motivations est très importante. Ensuite, je vais avoir une toute parenthèse sur comment gérer par les forces plutôt que par les faiblesses. On a développé tout un courant de recherche et même on a testé scientifiquement une intervention sur les forces et ça augmente le fonctionnement optimal. Donc, je vais pouvoir vous partager cette recette-là. On va ensuite parler de comment stimuler la satisfaction des besoins psychologiques. On va voir que le cerveau humain a des vitamines psychologiques dont il doit se nourrir à tous les jours pour opérer de manière efficace. On va voir des comportements sains et des comportements malsains à éviter. Je vais aussi un peu vous expliquer comment on peut les apprendre dans des démarches andragogiques. C'est un peu d'ailleurs ce que je fais avec Co-Devenir et toi, Emmanuel. Donc, comment modifier nos façons de faire pour stimuler le fonctionnement optimal à la fois chez soi et chez les autres. Et en fin de parcours, on va vous montrer des exemples de façons de mesurer ou encore d'intervenir sur la qualité des motivations. Donc, sans plus tarder, on va commencer. La question que je pose ici à être motivé au travail, mais par quoi au juste? Souvent, on va voir la motivation comme un concept unitaire. On est très motivé, moyennement motivé, peu motivé ou pas motivé. Mais la recherche va montrer qu'il faut poser la question, par quoi est-on motivé? Donc,
Une des enquêtes que je me plais à présenter, c'est Chip Heath qui a fait des enquêtes populationnelles. Il a demandé aux gens qu'est-ce qui vous motive au travail. Ça serait quoi un emploi idéal? Donc là, Emmanuel, je vais te donner du travail et les gens qui nous écoutent également. Écrivez dans le chat quels sont les éléments qui vous motivent le plus au travail. Donc, si vous pensez à un emploi idéal, c'est quoi les ingrédients qui vous viennent en tête? Donc, à cette question-là, lorsque je pose la question dans mes enquêtes grand public, les gens vont me répondre, j'aime ça faire une différence, avoir un impact, mettre mes talents à profit pour une cause plus large, faire une différence. Donc, il y a une multiplicité d'éléments qui peuvent surgir dans notre tête. Emmanuel, est-ce que les gens réagissent sur le chat room? Non, pour l'instant, tout le monde. Alors, ça y est, ça commence, effectivement, plein de choses. Ça y est, boum, c'est parti. Il suffisait que tu reposes la question. Donc, apprendre, la stimulation intellectuelle, les rencontres et les échanges. Moi, j'aurais dit le partage personnellement. Voilà. Travailler en mode projet, apporter une plus-value. Il y a bien sûr aussi l'argent. Hein, tu nous parleras de l'argent, je crois, qui ressort. Oui, que ce soit en euros ou que ce soit en dollars. Américain plus que canadien ou canadien plus qu'américain. Alors, canadien, c'est pas très fort, non? Alors, il y a quelqu'un qui écrit les relations sociales également, la transmission également. Je vois, voilà, la question de contribuer aussi à un projet commun également qui ressort. Vraiment, le plaisir aussi. Je vois le plaisir. L'utilité. Les éléments qui sortent sont nombreux et variés. Et les résultats de recherche montrent sensiblement la même chose. Donc, si on ordonnance de la plus présente à la moins présente, les éléments qui motivent les gens dans un emploi idéal, on a apprendre, avoir ses compétences utilisées, se sentir bien. En quatrième lieu, vous avez un salaire juste et équitable, un travail utile socialement, de la reconnaissance et pourquoi pas des bénéfices et avantages sociaux et une sécurité d'emploi. Là où le portrait devient différent, c'est lorsqu'on pose la question à ces mêmes personnes, qu'est-ce qui motive ton voisin de droite ou ton voisin de gauche? Vous allez voir que lorsqu'on s'imagine la motivation des autres, on s'imagine que les autres sont uniquement à l'argent. Les autres semblent être motivés par un salaire juste et équitable, la sécurité d'emploi et les bénéfices. Donc ici, les résultats que vous avez, c'est exactement, on pose la même question à un groupe de personnes. Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui, tu crois, motive les autres? Donc, les êtres humains, on est de bien mauvais juges pour déterminer ce qui motive les autres. Vous voyez que les éléments que vous avez mentionnés dans le chat room peuvent s'apparenter à ce qu'il y a à gauche sur la slide ici. Donc, le salaire, l'argent, c'est une des catégories de raisons qui existent. Mais il y a une question intéressante qui s'appelle la question loterie et qui va comme suit, qui est posée depuis 1955. Si vous aviez suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de vos jours, donc pas uniquement survivre, mais vivre confortablement, c'est 76,3% des gens qui continueraient de travailler même si l'argent ne faisait plus partie des raisons. Donc, comment on peut s'imaginer continuer de travailler sans argent et que c'est un résultat qui se maintient dans plusieurs douzaines de pays depuis 1955? Il faut aller voir dans les résultats de Daniel Kahneman et Angus Deaton, ces deux chercheurs qui ont obtenu des prix Nobel d'économie. Vous voyez le graphique qui est présenté là. L'argent, c'est fantastique sur le bien-être lorsqu'on s'extrait de la pauvreté. Mais dépasser un certain seuil, une fourchette là, très large qui va se situer à peu près entre 65 000 et 105 000 $ américains en dollars pouvoir constant d'achat, c'est là que vous avez l'effet optimal de l'argent. Donc, l'argent, c'est super efficace pour procurer un confort minimal lorsqu'on s'extrait de la pauvreté, mais dépasser un seuil, ça n'a plus aucune utilité marginale, ce qui permet d'expliquer qu'il y a 3 personnes sur 4 qui continueraient de travailler, même si l'argent ne fait plus partie des raisons. Donc, je dis que j'utilisais la théorie de l'autodétermination. En anglais, c'est Self-Determination Theory. Donc, on est à peu près 500 chercheurs sur la planète qui utilisons ce cadre théorique-là. Moi, je fais partie de ceux qui l'appliquent en contexte de travail. On a la chance d'avoir une force de frappe assez forte dans la francophonie, puis dans le nord-est de l'Amérique. Donc, on a beaucoup de collaborations actives en ce sens.
N'hésitez pas, j'en profite, à poser des questions où Jacques répondra aussi au fur et à mesure, ou alors de faire part aussi de vos interrogations. Plus il y a d'interactivité, plus nous pousserons Jacques à nous donner l'état aussi de ses connaissances, sa recherche. Je précise aussi, Jacques, que tu es en plus en pleine recherche puisque tu es en année sabbatique. Oui, exact. Et que dans les universités américaines, nord-américaines, cette pratique cette année sabbatique qui permet de se consacrer davantage encore à cette recherche est beaucoup plus en usage que dans les grandes écoles françaises et universités françaises. Exact. Donc, à chaque 7e année, on a une année de perfectionnement et de recherche. Donc, on pousse à fond nos recherches et je m'apprête à commencer cette année-là. Donc, s'il y a des endroits qui sont intéressés pour des interventions, des recherches, ça va me faire plaisir en concomitance avec les ateliers de co-devenir. Ce que vous voyez à l'écran, c'est 50 ans de recherche en une plaquette. Ce que je m'apprête à faire, la théorie de l'autodétermination, vous l'avez à l'écran. Ce que je m'apprête à faire avec vous présentement, c'est que je vais vous prendre par la main puis je vais vous accompagner là-dedans. On va l'expliquer vite parce que c'est comme ça que la motivation humaine est comprise dans le cadre de la théorie de l'autodétermination. Donc, vous voyez deux séquences, une qui est en haut et une qui est en bas. Et la troisième colonne, ce sont les types de motivation que l'on mesure en recherche avec la théorie de l'autodétermination. Donc, vous avez le plaisir, le sens, l'orgueil et les récompenses. Donc, lorsqu'on mentionne que 3 personnes sur 4 continueraient de travailler, même si l'argent n'était plus une raison, vous voyez que les grandes catégories de raisons sont au nombre de 4 et que l'argent, c'est seulement une des 4 caractéristiques. La recherche va montrer que plus vous avez de plaisir et de sens, en recherche, on les appelle les motivations intrinsèques et identifiées, plus vous avez de plaisir à faire ce que vous faites, vous ne voyez pas le temps passer, ou encore lorsque vous vous imprimez dans une mission humaine qui est plus large que vous, même si c'est difficile, ça va augmenter une large constellation de conséquences positives, telles que plus de performance, d'énergie, de performance à l'intérieur de vos tâches ainsi qu'à l'extérieur de votre poste. Il y a souvent l'accent qui est mis sur la motivation intrinsèque au travail, qui est très importante, mais c'est impossible d'avoir du plaisir partout, tout le temps au travail. Il ne faut pas croire les livres de gestion qui vous disent ça, ils vous mentent en pleine face. Le sens, la motivation identifiée, c'est lorsqu'on met beaucoup d'efforts. C'est difficile, c'est contraignant, mais on sait que l'on contribue à quelque chose de plus large que soi. Nous, à l'École des sciences de la gestion, on forme un gestionnaire sur 5 au Québec. Ma mission personnelle à l'intérieur duquel je mets beaucoup d'efforts, c'est de faire en sorte qu'il y ait au moins un gestionnaire sur 5 au Québec qui ne soit pas fou furieux. Alors, j'ai pas les 4 autres, juste sur un des 5, mais ça, c'est ma mission. Donc, plaisir et mission augmente le fonctionnement optimal. Si tu me permets, Jacques, toute petite remarque. Bon, la plupart d'entre nous pratiquent bien le québécois, mais un gestionnaire égale un manager. Ah oui, pardon. Je sais que tu sais, mais nous, tu sais, vous parlez plus le français que nous, donc nous, on dit manager. Voilà. Manager collaborateur, excellent. Si on continue du point de vue de la recherche, les motivations orgueil et récompense, donc ce qu'on va appeler en recherche les motivations introjectées et extrinsèques, c'est là qu'on va parler de l'argent. Bien, la recherche est claire à ce sujet. Plus vous avez ces types de motivations-là, plus vous allez avoir de fatigue, d'épuisement, de comportement, de tricherie, des actions antisociales. Donc, essentiellement, ce qu'on veut comme manager, c'est développer chez nos collaborateurs les motivations plaisir et mission et tenir en échec ou à des niveaux moyens les motivations orgueil et récompense. Donc, ce qu'on veut, c'est augmenter plaisir et sens, tenir en échec orgueil et récompense. Donc, on a la moitié de la slide. Mais Jacques, l'orgueil, c'est quand même une motivation qui est presque, quoi qu'on en pense, qui est peut-être aussi, ou l'ego, ça va peut-être une motivation qui est intérieure. Ben, oui, c'est intérieur, mais elle est tributaire d'un jugement qu'on a à l'extérieur de soi, mais dans notre tête. Dans le fond, c'est d'éviter les punitions internes et de chercher des récompenses internes. Donc, lorsqu'on cherche à se prouver à soi-même qu'on est
capable ou encore éviter la culpabilité et la honte. Donc oui, on le ressent de l'intérieur, mais c'est comme si on avait un propre petit juge à l'interne qui venait nous... Les schémas mentaux préétablis. Oui, exact. Donc, ça va varier selon le degré d'autodétermination qu'on appelle. Plus on est en haut, plus on est dans plaisir et sens, plus c'est justement autonome et intégré à notre personnalité. Et plus on descend vers le bas, plus le juge de nos actions se situera à l'extérieur de soi. Mais c'est une bonne intervention. Il y avait une question d'une spécialiste qui posait la question, est-ce qu'il y a un lien avec les recherches de Dan Pink et d'Edgar Schein? OK. Edgar Schein, je le connais un petit peu moins. Dan Pink, ce n'est pas un chercheur, c'est quelqu'un qui a vulgarisé la théorie de l'autodétermination. Donc, oui, il y a un lien. Dans le fond, Dan Pink a pris tout ce que la théorie de l'autodétermination faisait de mieux, puis il en a écrit un livre à succès. C'est pas évident. En fait, c'est évident. Il s'est basé sur 50 ans de recherche. Le seul problème, c'est qu'il y a eu des inappropriés d'un point de vue épistémologique et phénoménologique qui a troublé le discours. Mais si vous avez lu le livre de Dan Pink, ça va se ressembler, mais il n'est pas très bon, le livre de Dan Pink. Vous devriez vous procurer le livre de Susan Fowler, qui est Why Motivating People Doesn't Work. Mais oui, l'esprit général s'apparente à ça. Merci de la question, Emmanuel. Donc, une des questions que j'ai souvent ici, lorsqu'on mesure les motivations, plaisir, sens, orgueil et récompense, mais quand je vais en France, les Français vont me dire, vous savez, ici en France, c'est différent. Je m'en vais au Canada anglais, ils vont me dire, vous savez, au Canada anglais, c'est un peu différent, des aspects culturels. Oui, mais les jeunes de nos jours sont juste là pour l'argent puis le plaisir. Moi, je suis un chercheur. Je ne crois pas aux opinions, je teste des hypothèses. Le plaisir, le sens, l'orgueil et les récompenses, on les a mesurés en anglais, français, espagnol, portugais, néerlandais, grec, allemand, italien, polonais, norvégien, suédois, finlandais, hongrois, russe, turc, estonien, tchèque, ourdou, arabe, indonésien, vietnamien, chinois, avec présentement des traductions en thaïlandais, catalan, lituanien et hébreu. Et peu importe la langue que vous parlez, peu importe votre culture, votre niveau d'éducation, le poste que vous occupez, ce sont des facteurs universels. Plus plaisir et sens vous habitent, mieux c'est pour vous et les gens autour de vous. Plus vous avez ego et argent ou récompenses qui vous motivent au quotidien, pire c'est pour vous et les gens autour de vous. Ce que j'aime de la théorie de l'autodétermination, c'est nommément que c'est universel. Donc, il ne faut pas croire que dans les milieux syndiqués français, les cerveaux sont totalement différents que dans les milieux non syndiqués québécois, par exemple. Ce sont des principes universels. Donc, les mesures des motivations sont universelles. Plus plaisir et sens sont présents, mieux c'est. Plus orgueil et récompense sont présents, pire c'est. Jacques, pardonne-moi, est-ce que tu pourrais juste lever un tout petit voile, parce que je sais que c'est des sujets complexes sur lesquels tu travailles depuis très longtemps, mais comment tu mesures cette motivation? On va y arriver en fin de parcours. Je vais même vous donner un exemple de rapport qu'on distribue pour mesurer les motivations individuelles. Donc oui, ça se mesure avec des items, mais je vais vous montrer un exemple de rapport que vous pourriez acheter avec l'Institut de recherche psychologique. On a des outils pratiques de ce côté-là. Merci d'attirer mon attention là-dessus, Emmanuel. Donc, ici, sur la slide, vous avez l'ingrédient magique qu'on doit activer pour augmenter plaisir et sens et diminuer orgueil et récompense. Sûrement que plusieurs d'entre vous avez vu la pyramide des besoins psychologiques de Maslow, cette fameuse pyramide-là. J'invite tout le monde qui nous écoute aujourd'hui à prendre la pyramide des besoins de Maslow, à la mettre au vidange dans votre tête et vider les poubelles. C'était une belle approximation, il y a 7 décennies, mais la recherche a évolué depuis. Donc, l'être humain a 3 besoins psychologiques qui sont innés et universels à satisfaire. Innés, on les a de la naissance à la mort, et universels, tout le monde sur la planète les a. La façon de satisfaire ces besoins-là va varier d'une génération à l'autre, d'un individu à l'autre, voire d'une culture à l'autre. Mais c'est comme de dire que l'être humain doit manger 3 fois par jour. On ne mange pas aux mêmes heures et les mêmes choses, mais on a tout cet élément commun-là qu'on a besoin de s'alimenter 3 fois par jour parce qu'on est des animaux à sang chaud. Donc, ces 3 besoins-là sont innés et universels. Alors, quelqu'un pose la question, Jacques, il faut que je me permette de t'interrompre parce que, pour info, Jacques ne voit pas, comme il l'a expliqué tout à l'heure, nos interventions, il ne vous voit pas et il ne voit que ces slides.
Ils ne me voient même pas. Donc, c'est pour ça que je me permets de t'interrompre quand il y a quelques questions qui peuvent servir, dont les réponses peuvent servir à tout le monde. Quelqu'un pose la question, Patrice pose la question, de quelle appelle-t-on affiliation? Et ça, je pense qu'effectivement, compétence et autonomie, ça nous parle, mais affiliation, on est moins habitué. OK. Je vais les définir les trois. Parce que compétence, c'est le plus facile à comprendre. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant j'ai assez hâte d'aller vivre des échecs au boulot. L'être humain, on est orienté vers les défis, vers les challenges. Donc, si on se fixe des objectifs, on veut les atteindre. Donc, le besoin de compétence, d'efficacité, d'impact, de performance, c'est un des trois besoins. Le besoin d'autonomie, souvent les gens, lorsqu'on lit autonomie, on pense à indépendance ou laisser faire. Ce n'est pas le cas. Autonomie, il faudrait plutôt l'appeler l'autodirection, l'authenticité ou encore la perception de choix à l'intérieur de certaines règles et limites. Donc, compétence, c'est se sentir efficace. Autonomie, c'est avoir une perception de choix lorsque les règles sont bien décrites, agir tel que l'on est vraiment, sans porter un masque, ni en sentant qu'on doit devenir quelqu'un d'autre. Le besoin d'affiliation, on peut l'appeler le besoin d'amour, d'appartenance, de connexion. Donc, c'est le sentiment de faire partie d'une équipe où les relations interpersonnelles sont mutuellement satisfaisantes. Donc, c'est la définition du besoin d'affiliation. Donc, lorsque ces trois besoins-là sont satisfaits, ça augmente la probabilité de voir apparaître plaisir et sens, qui nous amène ensuite à récolter de bonnes conséquences psychologiques, émotionnelles, physiologiques et comportementales. Et je crois que tu nous montreras tout à l'heure d'ailleurs des corrélations positives ou négatives entre différents types de situations et les effets sur la motivation. Exact. Je vais vous l'exemplifier d'une autre façon un petit peu plus loin, oui, tout à fait. Vous voyez en bas, ce sont exactement les mêmes besoins qui peuvent être frustrés. Pas juste insatisfaits, mais carrément frustrés. Donc, le sentiment de compétence, lorsqu'il est frustré, on se sent incompétent. L'autonomie, lorsqu'on est frustré, on nous force à agir d'une façon qui n'est pas nous, le nous authentique, et on va vous enlever de la marge de manœuvre. Et le besoin d'affiliation, lorsqu'il est frustré, non seulement ne sentez-vous pas que vous faites partie de la famille, mais on vous met activement à l'écart. Lorsque notre cerveau ne peut pas avoir de fruits et de légumes, il se rabat sur du fast-food, puis du fast-food pour le cerveau humain, c'est l'ego, l'orgueil et les récompenses, ce qui va amener un coût psychologique, physiologique et émotionnel très élevé. Donc, ce qu'on veut, c'est augmenter la séquence qui est en haut et diminuer la séquence qui est en bas avec différents leviers que l'on peut activer. Vous voyez que ce sont les mêmes leviers qui sont en haut et en bas. Donc, on peut avoir un travail qui est intéressant, des relations interpersonnelles satisfaisantes, un supérieur immédiat, un manager qui veut notre bien, un département puis une organisation pour laquelle on est fier de travailler. Puis même, on va montrer dans certaines enquêtes que le pays d'appartenance peut contribuer ou pas à notre bonheur ou à notre malheur. Les mêmes leviers peuvent être mal utilisés et provoquer de la frustration des besoins. Donc, lorsque je vous disais que vous avez à peu près 50 ans de recherche sur une slide, vous retrouvez ici toute la séquence. Donc, votre travail comme manager et moi en recherche, c'est de trouver les éléments qui augmentent ce qui est en haut, donc ce qui augmente le fonctionnement optimal, et de juguler ou d'intercepter les éléments qui sont en bas, qui agissent en bas, qui vont frustrer les besoins. Je vais vous montrer un des exemples qu'on peut appliquer ça dans la vraie vie. Ah oui, j'ai oublié de dire que tu étais un grand skieur et que tu avais même entraîné des championnes olympiques au Québec, c'est ça? Exact. Donc, j'ai eu la chance d'aider Ski Acrobatique Canada, l'équipe féminine aux Jeux olympiques de Sochi. On a gagné 2 médailles. Donc, Justine a gagné l'or, puis Chloé a gagné la médaille d'argent. Il y avait 3 sœurs qui compétitionnaient. Donc, Justine Dufour-Lapointe, Chloé Dufour-Lapointe, puis Maxime Dufour-Lapointe. Il y avait 3 sœurs plus une autre athlète. Le Canada, on a gagné des athlètes, on a gagné des médailles olympiques avec les athlètes parce qu'on ne voulait pas gagner de médaille. Le coach des filles, il m'a approché, c'est un ami à moi, Jean-Paul, puis il a dit comment on peut gagner des médailles. Je dis, tu ne poses pas la bonne question. C'est comment on peut faire des meilleurs êtres humains. Notre but dans l'intervention, ça a été d'augmenter la satisfaction des besoins psychologiques des athlètes, puis des coachs, puis de l'équipe de soutien, diminuer leur frustration. Et une conséquence de cela a été de gagner des médailles. Donc, on raconte souvent cette expérience-là
en conférence parce que c'est comme contre-intuitif de dire on a gagné des médailles parce qu'on n'en voulait pas. L'équipe des All Blacks, la fameuse équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, utilise la théorie de l'autodétermination pour gagner. Puis vous savez pourquoi ils gagnent? C'est parce qu'ils ne veulent pas gagner. Leur slogan, c'est « Better people makes better All Blacks ». Donc, le corollaire de ça, c'est qu'en milieu de travail, si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez faire des profits, il ne faut pas vouloir faire des profits. Il faut contribuer à ce que l'humain fait de mieux. Donc, c'est la ligne du haut. Il faut travailler la ligne du haut et pas celle du bas, quoi, en d'autres termes. Exactement. Un autre exemple, au Canada, le pays est constitué de 10 provinces et 3 territoires. Donc, la province qui est à l'est du Québec, le Nouveau-Brunswick, a constitué toute sa stratégie de santé mieux-être sur les 3 besoins dont je vous parlais: compétences, autonomie, affiliation sociale. C'est la portion en bleu que vous voyez dans le pie chart ici. Puisque c'est une administration publique, tous les préceptes de ce qu'ils mettent de l'avant pour satisfaire les 3 besoins dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les administrations publiques, c'est disponible sur Internet. Il y a une étude de cas du Conference Board du Canada qui explique comment, en prenant soin des 3 besoins, tout le monde s'en est mieux tiré. Donc, non seulement y a-t-il des applications intéressantes en recherche, mais dans la vraie vie, ça se transpose également. La plus grosse firme française d'évaluation des risques psychosociaux, Stimulus Conseil, ont utilisé des questionnaires. Ils nous ont approchés il y a quelques années pour qu'on puisse analyser les résultats qu'ils avaient collectés. On a publié un article. Donc, même une firme de chez vous utilise cette théorie-là. On a également eu un partenariat de recherche avec les Forces armées canadiennes où la théorie de l'autodétermination fonctionne. Puis pourquoi ça fonctionne dans les Forces armées, dans le ski acrobatique Canada, puis chez Stimulus? C'est parce que ce sont des principes universels. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous parler pour les motivations. Il nous reste 22 minutes ensemble. Je vais maintenant vous parler d'un truc concret, pratique, une intervention qu'on a testée, que vous pourriez bénéficier si vous vous impliquez dans le parcours de co-devenir, c'est-à-dire de gérer par les forces. Alors, juste une petite question avant qui est posée, c'est est-ce que le télétravail, tu sais dire si ça a eu des impacts sur l'affiliation? Bien, c'est une bonne question. Le télétravail, si c'est bien fait, vous allez être en mesure de satisfaire vos besoins psychologiques. Si c'est mal fait, ça va frustrer les besoins. Même chose pour le travail en présentiel. Donc, ce n'est pas tant la modalité à l'intérieur duquel vous faites votre travail qui a un effet, plutôt que qu'est-ce que vous vivez dans cette modalité-là. Si vous n'aimiez pas votre manager en présentiel, les chances sont virtuellement nulles que vous allez l'aimer à distance. Donc, il y a beaucoup de recherches qui s'affairaient à savoir, à détecter est-ce qu'il y a des différences entre présentiel et à distance. L'être humain ne peut pas entièrement vivre sa vie à distance. Donc, il y a des avantages au fait d'être en présentiel à tout le moins une fois de temps en temps, mais il ne faut pas se fier aux enquêtes qui disent, par exemple, présentiel bien, en distance mal. Il faut voir, est-ce que je peux satisfaire mes besoins psychologiques en présentiel et est-ce que je peux satisfaire mes besoins psychologiques en télétravail? Donc, on va arriver un petit peu plus loin aux exemples de comportements que l'on peut mettre en place. Peut-être que ça va vous donner des indices sur comment bien faire le télétravail. Donc, la gestion par les forces, qu'est-ce que c'est? Je vous mets une analogie ici. Travailler sur ses faiblesses, c'est comme le pôle négatif de la batterie. Travailler sur ses faiblesses, c'est des trucs dans lesquels on n'est pas très bon. On va mettre des efforts, mais le plus que l'on peut s'attendre de travailler sur ses faiblesses, c'est d'être moins pas bon, pas d'être plus meilleur. Donc, souvent, ce qu'on va faire dans les évaluations de performance, c'est de dire aux subalternes, aux collaborateurs, tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne là-dedans, je vais t'aider. Ça, c'est comme de dire à quelqu'un, cours le 100 mètres très vite avec ta cheville foulée et des béquilles. C'est ridicule de penser que les gens vont courir aussi vite avec une cheville foulée et des béquilles. On se concentre beaucoup sur le pôle des faiblesses, alors que le plus grand potentiel de développement de l'être humain, c'est de l'autre côté. C'est le côté positif de la batterie, c'est-à-dire nos forces personnelles. Vous avez l'adresse sur la plaquette ici, viame.org. C'est un questionnaire gratuit qui est disponible en 41 langues avec plus de 8 millions de répondants. Donc, c'est un questionnaire très robuste psychométriquement qui permet de mesurer ce qu'il y a de mieux chez vous.
Le questionnaire, ce qu'il fait, c'est qu'il ordonnance de la plus présente à la moins présente vos forces signatures. Vous avez à l'écran les 24 forces qui représentent ce qu'il y a de mieux dans l'humanité. Ces 24 forces-là sont présentes dans toutes les cultures sur Terre et chaque personne, on les a en soi, on les porte en soi, mais pas dans le même ordre que notre voisin. Donc, le questionnaire, ce qu'il fait, c'est qu'il l'ordonnance de la plus présente à la moins présente. Et les 5 premières, c'est ce qu'on appelle vos forces signatures. C'est votre empreinte dans la vie terrestre, c'est vous à votre meilleur. On a testé une intervention avec un groupe expérimental et un groupe contrôle qu'on a testé avant, après, où on a permis aux gens d'absorber leur profil de force pour ensuite les utiliser souvent, longtemps et intensément, ce qui en retour augmente performance, bien-être, intention de rester, attractivité, fidélité. Donc ça, c'est un exemple de questionnaire gratuit avec une intervention structurée que vous pourriez vivre dans Co-Devenir et qu'on donne également ici au Québec. Je l'ai donné dans 13 pays à date. Ça, c'est le genre de truc que vous pouvez faire qui augmente la satisfaction des besoins psychologiques. Donc, de travailler sur les forces versus les faiblesses, pendant longtemps, on n'avait pas d'outils, mais maintenant, on en a des outils qui sont scientifiquement validés. Donc, ça, c'est un exemple d'intervention que vous pourriez vivre dans le parcours de Co-Devenir ou encore duquel vous pouvez vous inspirer. On arrive maintenant, il est 12h42. Il nous reste 18 minutes ensemble. À la personne qui posait la question, est-ce que le télétravail, c'est bien ou versus le présentiel? Je vais maintenant vous montrer globalement, là, ça va être très rapide, on pourrait passer des heures là-dessus, mais des grands faisceaux, premièrement, de comportements qui sont à éviter, que l'on soit en présentiel ou en télétravail. Pourquoi doit-on les éviter? C'est parce qu'ils augmentent la frustration des besoins. Et je vais ensuite vous montrer des comportements à adopter, qui sont les comportements qui augmentent la satisfaction des besoins. Donc, les comportements qui sont à éviter, ceux qui sont démontrés par la science comme étant contributeurs à la frustration des besoins. Faire sentir l'autre personne coupable. Donc, d'utiliser la culpabilité ou encore la honte pour tenter de stimuler la motivation. C'est un comportement qui peut être très efficace à court terme, mais qui a un coût psychologique et émotionnel immense. Donc, faire sentir l'autre personne coupable, c'est le genre de comportement que l'on doit idéalement diminuer comme manager. Avoir recours aux menaces. Parfois, on peut être dans des limites de temps ou de budget, ce qui va nous amener à être structurant, mais il faut faire la différence entre être structurant, bien expliquer les raisons qui expliquent la structure qu'on a, plutôt que d'avoir recours aux menaces. Donc, les menaces, qu'est-ce qu'elles font? Elles menacent notre authenticité. Souvent, on se fait sentir incompétent, puis il y a un bris de la relation de confiance. Un autre comportement qui est à éviter, c'est de manipuler les gens en leur offrant des récompenses. Un des faisceaux de recherche sur lequel je me concentre, c'est l'utilisation des récompenses monétaires telles que les bonus ou encore les régimes incitatifs individuels ou groupales. Si on promet une suffisamment grosse récompense, c'est clair qu'on oriente les comportements de l'être humain vers cette récompense-là. Mais nos recherches montrent que plus les bonus sont gros et plus les bonus sont fréquents, plus les gens ont l'intention de quitter. Donc, souvent, les bonus sont utilisés pour attirer et retenir les meilleurs, mais essentiellement, ce que vous faites, c'est que vous augmentez la volatilité comportementale de vos collaborateurs et vous les incitez à quitter en magasinant les autres qui vont donner une prime plus grande que ce que vous donnez. Donc, c'est probablement un des moins bons éléments pour motiver. J'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as étudié la question de la corrélation entre le bonus et les résultats dans une organisation? Pas moi personnellement, mais d'autres. Ce qu'on va montrer, c'est que les bonus augmentent les indicateurs de quantité. Donc, c'est merveilleux pour augmenter la quantité à court terme. Mais ce qui n'est pas souvent mesuré, c'est les coûts psychologiques, humains et financiers de ces éléments-là. Par exemple, vous allez augmenter les comportements de tricherie. Les gens vont mentir pour avoir accès aux récompenses. Il y a une grande enquête européenne avec 380 000 personnes qui montre que la simple introduction de régimes incitatifs augmente la consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques de 4 %. Donc, c'est de la magie noire que de penser qu'en
en mettant des bonus, on va atteindre les résultats. Ce que vous faites, c'est que vous mettez un gun sur la tempe des gens avec un couteau sur la gorge, vous ruinez leur santé pour un petit ajout quantitatif à court terme. Et le dernier faisceau de comportement qui n'est pas efficace, c'est de donner des ordres, mais dans le sens de maintenir une distance hiérarchique très grande pour faire sentir l'autre diminuer. N'importe quel comportement qui va augmenter la frustration des besoins, ce n'est pas contributif au fonctionnement optimal. Donc là, je viens de vous donner un peu les comportements qui sont à éviter en présentiel et en télétravail. Et ces comportements-là, c'est possible de les désapprendre. Les comportements que l'on vous inciterait à apprendre dans les ateliers sont les suivants. La première caractéristique, ça va être de prendre la perspective de l'autre, d'être empathique, de pouvoir se mettre dans les chaussures de l'autre. L'empathie est démontrée comme étant un ingrédient actif pour déverrouiller l'esprit et le cœur des gens. Donc, vous pouvez l'appeler l'empathie, perspective taking, où on se fout du nom, mais ayez en tête que s'il y a un fil qui vous relie à l'autre et que le courant passe, si l'affiliation est présente, les gens sentent qu'ils peuvent être elles-mêmes ou eux-mêmes, puis qu'on respecte leur niveau leur calibre de compétences, ça va être contributif au fonctionnement optimal. Ensuite, ce qui est très difficile à comprendre, puis on passe beaucoup de temps à l'enseigner dans les ateliers, c'est comment donner des choix à l'intérieur de certaines règles et limites. Donc, pour satisfaire le besoin d'autonomie, la façon de faire, ce n'est pas le laisser faire, mais c'est plutôt d'avoir une structure qui permet à la personne de connaître quelles sont les limites de la clôture, du terrain comportemental possible, pour ensuite évoluer à l'intérieur de ces règles-là de manière authentique et autodéterminée. Est-ce que ça peut être le sens? Le sens, ça va plus être le troisième élément. Le sens, c'est donner un rationnel, d'expliquer pourquoi on fait ça. J'ai déjà vu des exemples de compagnies où on me disait comment on peut expliquer aux employés que la seule chose qui compte, c'est la valeur aux actionnaires. Puis on ne comprend pas pourquoi nos employés quittent, pourquoi on a des réclamations d'assurance en burn-out. C'est que leur pourquoi n'était pas de qualité. Augmenter la valeur aux actionnaires quand vous êtes payé 13 $ de l'heure, ce n'est pas un bon rationnel. C'est antinomique avec la satisfaction des besoins. Donc, lorsqu'on donne un rationnel, c'est un peu ce que tu me questionnes, Emmanuel, c'est la qualité du pourquoi, c'est quel est le sens? Si votre but, c'est de révolutionner la planète Terre avec des produits enthousiasmants qui procurent des expériences significatives, c'est drôlement plus enthousiasmant que de dire il faut permettre à notre actionnaire principal de s'acheter son 3e yacht à Monaco. Donc, la qualité du pourquoi que vous donnez à vos collaborateurs comme manager va être excessivement important. Ça aussi, ça va s'apprendre. Donc, il est 12h49, il nous reste 11 minutes. Je vous remets 50 ans de recherche en une slide. Qu'est-ce que ça ressemble? Je vous concentre sur la portion du milieu. Les 3 besoins sont importants pour tout le monde, partout, tout le temps. Compétence, autonomie, affiliation. Comme manager, vous pouvez désapprendre les mauvais comportements et apprendre les bons comportements pour augmenter la séquence d'en haut et diminuer la séquence d'en bas. La gestion par les forces, l'atelier qu'on a testé avec le questionnaire Values in Action, viame.org, c'est une autre façon d'augmenter la séquence qui est en haut plutôt que tenter de diminuer la séquence qui est en bas en travaillant sur les sempiternelles faiblesses avec lesquelles on n'obtiendra aucun résultat. Donc, là, on arrive ici, Emmanuel, au graphique qu'on voulait présenter. La motivation, je vous ai parlé des éléments un peu désincarnés. Là, je vais vous donner un exemple. La photo de la personne n'est pas la vraie personne, elle a été prise d'Internet. Mais imaginez-vous une femme de 44 ans qui est une gestionnaire appréciée et aimée de son équipe. Si vous regardez son curriculum vitae, elle change d'emploi à peu près entre chaque 4 et 7 ans pour créer un renouveau dans son parcours professionnel. Puis elle arrive à un stade de sa carrière où elle se demande est-ce que je me trouve un nouvel emploi ou est-ce que je crée mon emploi? On a un questionnaire qu'on distribue via l'Institut de recherche psychologique qui mesure vos motivations et qui compare vos résultats à un échantillon de 4000 personnes. La première source d'information que vous allez avoir, c'est le graphique que vous voyez à l'écran.
vous voyez qu'on vous classe dans 4 clusters différents. Donc, en haut à droite, c'est hautement motivé, engagé et satisfait. En haut à gauche, motivé par le plaisir et le sens. Là, vous voyez que la dame en question se situe dans le cadran en bas à droite, motivée principalement par les récompenses et possiblement insatisfait. Et vous avez un 4e cadran où vous êtes amotivé et fortement insatisfait. Donc, vous passez le questionnaire, c'est 19 items, ça prend même pas 3 minutes à passer, puis on compare votre pattern de réponse à un échantillon de 4000 personnes. Cette dame-là se retrouve dans le cadran en bas à droite. Vous avez ensuite une classification en termes de présence des motivations intrinsèques, le plaisir, identifier le sens, introjecter l'ego et extrinsèque, l'argent et finalement l'absence de motivation. Donc, la motivation, L', à motivation. Vous voyez dans le profil de la dame qu'elle est très élevée sur la démotivation, élevée sur la motivation extrinsèque. Donc, c'est comme si elle arrivait au baseball puis elle avait 2 prix. Une très forte présence de... Elle est très à l'argent et aux récompenses. Mais simultanément, elle est élevée sur le plaisir. Ce qui lui manquait dans son profil, c'est un sens, une direction qui était enthousiasmante. Donc, il fallait diminuer la démotivation. Pour la motivation extrinsèque, elle a eu une belle rencontre avec son comptable qui, en gros, lui a dit « Tu n'as pas besoin d'argent, ta maison est déjà payée. Tu peux te permettre de choisir un emploi qui est bien payé, mais arrête d'accorder de l'importance. » Donc, ça lui a permis de diminuer des motivations et argent pour ensuite insuffler du sens dans sa carrière. Donc, elle a décidé d'aller chez un autre employeur qui lui a donné du sens. Ça, c'est un exemple d'étude de cas, un case study qu'on pourrait faire avec vos propres résultats dans les ateliers. D'autres résultats qu'on peut présenter ici. Vous avez en haut les types de motivation. Intrinsèque plaisir, identifier sens, introjecter ego, extrinsèque argent et démotivation. Et à gauche, vous avez différents antécédents, donc des leviers que l'on peut activer pour moduler les motivations. La taille des signes plus et moins, c'est la taille des corrélations entre les variables. Donc, une corrélation positive, c'est plus un élément est présent, plus l'autre est présent. Et une corrélation négative, c'est plus un élément est présent, l'autre diminue. Vous remarquez que pour augmenter plaisir et sens, il faut de l'autonomie, de la compétence, de l'affiliation, du soutien aux besoins. Un patron qui est transformationnel, un manager qui est transformationnel, qui est enthousiasmant pour le futur, ça va augmenter plaisir et sens. Les récompenses contingentes, là, on a oublié de faire la correction, Emmanuel, mais les bonus, plus vous en donnez, moins vous avez de plaisir. Et plus vous en donnez, moins vous avez de sens. Donc, la recherche est inspirante en ce sens que on va souvent mettre en place des actions managériales qui sont bien intentionnées, mais si on met l'éclairage de la science, on promulgue exactement l'inverse de ce qu'on veut. Et ici, vous avez les conséquences des motivations. Si vous voulez augmenter la performance, regardez proficiency, adaptivité et proactivité. Les meilleurs prédicteurs de performance, c'est le sens en premier, puis ensuite le plaisir. Lorsque vous avez des régimes incitatifs ou de bonification individuelle, des programmes de bonus ou de pay for performance, ça ne fonctionne pas du tout. Vous mettez ça en place, vous augmentez la motivation extrinsèque, mais vous voyez que la motivation extrinsèque, elle n'a strictement aucun impact sur la performance. Donc, souvent, dans nos actions managériales, on est bien intentionné, on y va avec le gros bon sens ou ce qu'on a appris dans les écoles de commerce, mais il ne faut pas apprendre la business dans les écoles de commerce, il faut aller en psychologie. OK. Ça, je vais le passer. OK. Oups. Je vais aller trop vite. Il reste 5 minutes. Je voulais juste être certain d'avoir le temps de répondre aux questions. Là, je n'ai pas vu personne. J'ai juste vu les slides. Et, je te passerai la POC en bon québécois. Là, je te passe le palais sur le bâton, Emmanuel. Puis je serais curieux d'entendre les questions, commentaires et suggestions des gens sur soit les interventions, les façons de faire, etc.
Alors allez-y, le temps est celui des questions en effet. Je sais qu'il y en avait une qui m'était posée, puis moi j'ai envie de t'en poser quand même une ou deux, pendant que vous pouvez en formuler quelques-unes. On peut dépasser un petit peu, pas trop longtemps, mais on peut dépasser un petit peu pour ceux qui le souhaitent. Euh, j'ai une question qui a été posée sur ceux qui voudraient aller plus loin éventuellement. Est-ce que tu as des recommandations? Là, tu nous as parlé de Viami, tu nous as parlé du questionnaire. Et peut-être de livres aussi, il y en a certains qui me disent, est-ce que tu as des références à nous conseiller? OK. Ce que je pourrais faire, on a écrit des articles grand public en français que je peux vous donner. Donc, vous pouvez écrire soit Emmanuel ou directement à moi au forêt, FOREST, point Jacques, A commercial, UQAM.ca. Donc, on a écrit des articles qui sont rigoureux, mais qui sont des articles de vulgarisation scientifique en langue française sur la théorie de l'autodétermination et ses impacts. Donc, ça serait une première source d'information. Pour un excellent livre, je vous recommande celui de Susan Fowler, Fowler, et son livre, c'est Why Motivating People Doesn't Work. En français, il a été traduit par Pourquoi motiver est-il si compliqué? Si vous lisez l'anglais, lisez-le en anglais. La traduction est bien, mais la teneur des propos est plus précise en anglais. Puis un autre livre qui nous vient de collègues français, c'est Pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est un livre qui a été publié, je pense, en 81, qui n'avait jamais été traduit en français, mais qui est excellent. C'est Olivier Piazza, Tiffaine Huygbar-Zwagi, ainsi que Simon, voyons, je dis son nom. En tout cas, Pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Ça serait de très bons livres de vulgarisation de travaux scientifiques. Donc, Why Motivating People Doesn't Work et Pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Puis finalement, une dernière source, si vous voulez des articles scientifiques, je peux vous en envoyer, mais sinon, il y a le site web de la théorie de l'autodétermination, c'est self-determinationtheory.org. Donc, il y a le Center for SDT qui est comme le hub de tous les chercheurs. Donc, vous allez trouver là plusieurs ressources très scientifiques, que ce soit en neuropsychologie, en psychologie de la santé, en psychologie du travail, en psychologie de la performance. Donc, ils vont aussi mettre parfois des vulgarisations de ces articles-là, mais je vous dirais, écrivez-moi pour avoir des articles grand public, plusieurs bons livres que je vous ai suggérés, puis sinon, selfdeterminationtheory.org, ça peut être une autre source d'information intéressante. Ok, je sais que tu intervenais récemment devant, avant le virus, naturellement, devant les dirigeants commerciaux de France sur la thématique de plus vous mettez de bonus, moins vous avez de résultats. Donc, oui. Tu m'en as presque convaincu et je pense qu'un certain nombre de DRH aussi, comme je l'ai été, le savent aussi. Maintenant, moi j'ai beaucoup apprécié le fait que tu aies quand même accepté d'animer avec moi ce webinaire, alors que j'ai mis un titre qui te plaisait absolument pas. Et j'ai commencé par le mot engagement. Et oui. Tu as dit l'engagement. Tu m'as pas dit que c'était une connerie, mais c'est ce que tu as voulu me dire quand même. Parce qu'en fait, il y a deux mots en anglais, c'est ça? Oui, bien, il y a engagement puis commitment. Beaucoup d'articles grand public, puis en France, là, vous avez le malheur d'avoir de très mauvaises traductions de Harvard Business Review qui va dire l'important, c'est d'engager vos collaborateurs. Comme manager, vous devez stimuler l'engagement. C'est de la bouillie pour les chats, là. Commitment, c'est la qualité du lien qui vous unit à votre employeur. Donc, il peut être affectif, un engagement de cœur. Il peut être normatif, un engagement de culpabilité, ou encore calculateur. Je reste à cause de mon régime de retraite ou autre. Donc, même si on utilise l'engagement comme mot anglais de commitment, encore là, il faut qualifier le lien. Ça revient à parler de l'autodétermination. Est-ce que je le fais par plaisir, par mission personnelle, par orgueil ou par récompense? Donc, ça, c'est pour engagement, commitment. Puis, engagement, engagement, c'est un concept en recherche qui a été nommé comme étant l'antithèse du burn-out. Donc, le burn-out, c'est de l'épuisement, de la dépersonnalisation et de l'inefficacité. Et on voulait faire le concept miroir d'engagement qui est caractérisé par l'absorption, le dévouement et la vigueur. Mais encore là,
c'est un faux, ben, pas un faux concept, mais ce sont plus des conséquences de est-ce que mes besoins psychologiques sont satisfaits ou frustrés. Donc, lorsqu'on mesure burn-out et engagement, on va voir que ce sont des conséquences différentes de est-ce que j'ai du plaisir et du sens, donc ça va stimuler engagement, ou est-ce que je suis présent à cause de l'orgueil et les récompenses, ce qui va stimuler burn-out. Donc, c'est pas juste des questions sémantiques ou encore de français. Il faut voir comment on opérationnalise les concepts. C'est ça qui est intéressant de la théorie de l'autodétermination. C'est que ça fait 50 ans que plusieurs centaines de chercheurs se cassent les dents pour essayer de trouver des bons mots. C'est pas parfait. Il y a encore place à l'amélioration, puis on arrêterait de faire de la recherche si on savait tout, mais ça nous permet de continuer un élan fait par plusieurs centaines de personnes sur plusieurs décennies. Jacques, j'ai plusieurs questions là qui arrivent. J'en ai une en particulier. Si tu veux juste y consacrer quelques instants, je sais que c'est difficile parce que tu parles du fait que les mots, chaque mot doit être pesé. Alors, il se trouve que dans la réunion, il y a un directeur commercial qui me demande si tu pourrais faire une petite digression sur pourquoi est-ce que plus de bonus, ça veut dire moins de résultats. Ayant travaillé avec des populations commerciales, je sens le sujet sensible. Le sujet est en France où l'argent est encore plus tabou ici qu'au Québec. Puis je vous explique la logique. Les programmes de rémunération incitative ont pour but d'augmenter la quantité de comportements sur un éventail d'augmenter la quantité sur un éventail très restreint de comportements. Lorsque vous mettez de la rémunération incitative fréquente et grosse sur une plage restreinte de comportements, vous allez augmenter la quantité de ces comportements-là, mais au détriment de toute la constellation des comportements qui sont autour. Donc, globalement, vous diminuez la performance parce que vous n'en augmentez qu'une petite partie bien précise. Et le portrait devient plus nuancé si vous allez mesurer, par exemple, l'intention de quitter. Donc, c'est avec des collègues norvégiens, c'est dans le domaine bancaire et des assurances où on a montré que plus les bonus étaient grands et fréquents, plus les gens voulaient quitter. La logique, c'est que si vous augmentez l'attention des gens vers l'argent, vers la récompense, qu'est-ce qu'ils vont avoir tendance à faire? Ils vont aller magasiner d'autres employeurs pour voir est-ce qu'il n'y en a pas qui donnent plus d'argent, plus de bonus. Donc, vous augmentez l'intention de quitter parce que vous augmentez la saillance dans l'esprit des gens des motivations de moins bonne qualité. Vous diminuez la performance parce que vous restreignez l'éventail comportemental de vos vendeurs. Et vous allez augmenter les comportements de triche, de mensonge, de manipulation des chiffres et vous allez également vous ramasser avec beaucoup de dépenses qui sont souvent non comptabilisées comme des burn-out, de la fatigue, de la dépression et de la consommation d'anxiolytiques. J'ai été touché d'ailleurs par ces 4% d'augmentation de taux d'anxiolytiques sur cette grande étude européenne dont tu parlais tout à l'heure. Il y a une question d'ailleurs, justement, puisque la question c'est que le leadership ne peut pas se faire sur les bonus seulement. En tout cas, s'il y en a, c'est pas que ça. Et quelqu'un pose la question, François pose la question de la place du leadership et de la légitimité dans la théorie de l'autodétermination. Donc, je propose que ce soit la dernière question à laquelle tu répondes, peut-être, quitte à ce qu'il y en ait d'autres qui soient posées après, qui nous soient envoyées par la suite. Avec plaisir. Donc, je vais compléter avec la rémunération également. Les relations hiérarchiques ou égalitaires, c'est un très fort vecteur de satisfaction, de frustration des besoins. Donc, le fait d'émettre les bons comportements avec les bonnes personnes, ça va être un très fort vecteur de je désire m'impliquer, j'ai du plaisir ici, je sens que je fais une différence. Donc, c'est important de désapprendre les mauvais comportements et d'apprendre les bons comportements. Donc, leadership, organisation du travail et rémunération, c'est comme les trois grands faisceaux qu'on explore. Pour terminer sur la rémunération incitative, si on apporte une petite nuance, nos recherches récentes ont fait la différence entre des bonus qui sont informatifs et des bonus qui sont perçus comme contrôlants. Si les bonus sont juste au niveau distributif, procédural et informationnel, s'il y a une transparence totale sur qui reçoit combien de bonus, pour quelles raisons,
et que ces raisons-là sont acceptées, sont légitimes par tout le monde, ça va peut-être être considéré comme informatif, puis là, ça a un impact positif sur le fonctionnement optimal. Mais dès que vous mettez une récompense, vous augmentez simultanément la présence des signaux informatifs et contrôlants. Lorsqu'on a l'impression de se faire dire plus tu fais ceci, plus je te donne d'argent, ça, c'est une perception de contrôle. La difficulté, c'est d'insérer un programme de bonus qui n'aura pas d'effet contrôlant. Puis d'un point de vue scientifique, jusqu'à présent, on n'a trouvé aucune instance où ça n'avait pas au minimum un effet contrôlant. Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. Puis c'est là que les relations interpersonnelles, pensez aux meilleurs managers que vous avez eus dans votre vie. C'est certain qu'à tous les jours, vous ne pensiez pas au salaire. Ça vous tentait d'être présent. Tant mieux si vous êtes bien payé. Si vous êtes très mal payé, peut-être ça va être un souci. Mais écoutez la nature humaine qui dit qu'on a besoin de 3 vitamines à tous les jours, autodétermination, compétence puis affiliation. Ça va augmenter la probabilité que vos actions soient bénéfiques pour l'être humain. Bon, merci, un grand merci Jacques à toi pour cette intervention. Il y aurait plein de sujets à ouvrir encore. Tu en as ouvert quelques-uns, merci. Et je pense que ta dernière réponse apporte aussi quelques éclairages sur le fait que c'est pas le sujet seulement de l'argent, c'est le sujet de l'ensemble aussi et de la manière de traiter comment dirais-je, le management. Il y aurait plein de sujets à ouvrir, mais on va les continuer en fait, toujours avec l'accent québécois qui nous est cher, avec Geneviève des Hôtels pour ceux ou celles qui peuvent être là le 27 août à 18h après des vacances. Je pense que nous avons tous bien mérité. Tu parlais des forces personnelles, tu parlais aussi du plaisir et du sens. Geneviève va nous parler d'authenticité et de leadership justement authentique. Comment est-ce que je peux l'incarner moi-même parce que je vais le chercher au fond de moi-même, et ce leadership, quel sens il va me donner, quelle motivation intrinsèque je vais trouver. Alors, une entrepreneuse québécoise de premier plan, une des 5, je crois, coach MCT du Québec, et une dame aussi qui, je veux dire, qui avec une énergie extraordinaire, anime aussi une partie de notre programme intrapreneurial. Voilà, donc je vous invite aussi à la rencontrer également et à vous inscrire à ce prochain webinaire si vous êtes rentré de congé pour repartir plein d'énergie. Voilà, je vous remercie à toutes et tous pour cette belle intervention de Jacques qui nous a fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous le 27 août. Merci encore. Au revoir. On laisse les commentaires peut-être, il y a quelques commentaires, donc on est preneur aussi de vos commentaires pour ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois. Donc beaucoup de merci Jacques pour ton intervention. Super webinaire, ça fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Super. Nathalie, merci Mickaël, merci Béatrice, Fanta, Marlène, Cyril, Béatrice, Solène. Top, merci à vous. Merci François. Bonnes vacances et comme disent tous les Français, good luck à tous et à toutes. À très bientôt. Je vais couper le webinaire.